Donc, le présupposé de cette troisième séance de séminaire, c'était après avoir fait parler des chercheurs, dire en général, de cette question du sens, le premier, après avoir fait du comparatisme entre plusieurs pays pour poser cette question du sens des apprentissages et de la scolarité pour les élèves, l'idée est aujourd'hui de donner la parole à ce qu'on appelle le terrain. Alors, on peut discuter de cette notion-là, mais en tout cas, des gens qui sont des acteurs, pas forcément des chercheurs ou qui sont dans des recherches collaboratives, ce qui est finalement la caractéristique des deux exposés que nous avons aujourd'hui. Alors, la pédagogie à sa maison, elle est à Mulhouse. Je vais vous la présenter de manière extrêmement rapide. Évidemment, nos invités pourront en dire plus s'ils le souhaitent. C'est une association qui a été créée en 2015 et qui se veut, je cite, un espace de rencontre et d'échange à l'échelle locale, ouvert à toutes les personnes qui font de l'éducation, un enjeu majeur pour répondre aux défis de notre temps, à préparer un monde durablement habitable, plus juste, plus solidaire et plus humain. Je me permettrai une parenthèse personnelle, il y a du travail, je ferme la parenthèse, qui regroupe des personnes venues de différents horizons professionnels et pédagogiques, mais qui se situent majoritairement dans la mouvance de l'éducation nouvelle. Voilà donc un peu la carte d'identité de cette maison de la pédagogie qui se réclame de l'éducation nouvelle. On le verra d'ailleurs dans une de leurs activités. Ces activités se déploient dans trois directions. Il y a une activité d'information. Ils ont fait pour les 5 ans d'anniversaire de la Maison de la Pédagogie et les 100 ans de l'éducation nouvelle. Ils ont réuni des représentants locaux d'une demi-douzaine de mouvements pédagogiques, hein, donc ça c'est bien leur filiation. Leur deuxième activité est de mettre en place des ateliers. Ils ont notamment un atelier qui s'appelle À la rencontre des grands pédagogues, qui existe depuis 2018 en partenariat avec une association qui s'appelle le Réseau, qui sont des réseaux d'échange réciproque des savoirs et qui permet de découvrir ou redécouvrir les grandes figures du patrimoine pédagogique et d'échanger sur leur actualité. Leur troisième direction, c'est de l'intervention, puisqu'ils participent à des dispositifs, à des manifestations avec d'autres structures. Par exemple, la participation à un dispositif qui est en construction à Mulhouse, qui est un quart-lieu apprenant dans un quartier politique de la ville, pour permettre à tous les acteurs de l'éducation de se rencontrer et d'échanger dans une perspective d'éducation globale. Donc, ce qu'ils vont vous présenter est le résultat d'une enquête qu'ils ont entreprise avec nous, en lien avec notre groupe de travail, et je ne vais pas en dire davantage. Ils ont, comme le premier groupe, 35 minutes pour faire leur exposé, une vingtaine de minutes d'échange avec les personnes qui animent le groupe de travail 2. Pendant ce temps-là, tous ceux qui le souhaitent posent des questions par le chat. Elles seront recensées et débattues dans le troisième tiers de notre temps de travail. Merci beaucoup. À vous, Mulhouse. Eh bien, merci, bonjour. Ici Mulhouse, effectivement. Un peu ému d'être en si bonne compagnie avec Agathe Chenlot, Maïté Props et moi-même, Jean-Pierre Bourreau. Nous allons vous présenter les résultats d'une enquête exploratoire auprès de 84 élèves de 4e issus de 5 collèges de l'agglomération mulhousienne, dont 2 en REP+, avec, sur la base du volontariat de la part des établissements et sans souci de représentativité aucune. Il se trouve juste que, au final, il y a une parité à peu près exacte entre garçons et filles. Je ne sais pas si ça nous aidera pour la suite. Et je voudrais, avant d'aller plus loin, remercier d'abord ces élèves qui nous ont gentiment accueillis. Nous n'avons pas été brancardés. Les chefs d'établissement aussi qui ont permis que ça se fasse au mois de juin, donc juste avant les émeutes que nous avons tous connues. Et puis les 2 chercheurs ici présents, Elisabeth Bautier et Patrick Rayou, avec qui nous avons cheminé depuis le début jusqu'à la fin, jusqu'aux dernières réunions de préparation, il n'y a pas très très longtemps, ce n'était pas la semaine dernière, c'était la semaine d'avant. Alors, premier constat d'emblée, c'est que 80% des élèves rencontrés nous disent aimer aller à l'école. Comme ça. Mais très vite, avec certaines réserves, certaines réticences, on va dire, de telle sorte que ce oui, on va dire que c'est un oui mais. Et c'est ce oui mais que nous allons essayer de décortiquer avec vous
autour de 5 points. Alors, le premier point, je pense que les diapos suivent la présentation orale, ce sera comme ça d'un bout à l'autre. Le premier point, c'est de voir que le sens de l'école pour les élèves circule entre deux temporalités. Dans la diapo qui doit être sous vos yeux en ce moment, on a repris les 6 propositions que nous avons formulées aux élèves en leur demandant de se positionner sur ce que veut dire pour eux aller à l'école, quel est le sens de l'école et eux quel sens ils y mettent. Et on voit assez facilement les 2 propositions qui regroupent pratiquement l'ensemble des élèves, à savoir on y va pour apprendre des choses utiles pour plus tard, utiles pour plus tard, et on y va aussi pour préparer un métier. On est donc là dans une projection vers le futur, vers l'avenir. Il est intéressant d'ailleurs à ce sujet de noter que si 90% disent apprendre des choses utiles pour plus tard, ils ne sont que 60% à estimer que l'école leur permet de comprendre le monde dans lequel ils vivent aujourd'hui. Et là, dans ces deux choix d'élèves, on retrouve 2 fonctions majeures de l'école, à savoir un accès à ce qu'on peut appeler la culture commune, et puis aussi la fonction d'orientation vers la vie professionnelle déjà à l'issue du collège. Donc là, on prépare sa vie d'adulte, première temporalité. Mais ensuite, quand on demande aux élèves est-ce que vous allez à l'école ou est-ce que à l'école on y va pour autre chose, et donc c'est une question ouverte, et d'emblée, les élèves vont à l'école pour faire des découvertes, faire des rencontres, et bien sûr, prioritairement et presque pas exclusivement, mais de façon très très large, pour rencontrer des pairs, mais pas seulement. C'est aussi rencontrer d'autres personnes, ils disent explicitement même rencontrer des adultes, des professeurs, d'autres personnes, et puis aussi y aller pour, c'est surtout les filles qui disent ça, faire découvrir de nouveaux objets de savoir. Et donc, dans ces 2 cas-là, dans ces 2 entrées-là, on y va pour des satisfactions immédiates qu'on peut apprécier là maintenant dans le cadre de sa vie d'adolescent, de sa vie juvénile. Il ne faut pas oublier qu'il y a aussi quelques-uns qui disent aller à l'école pour pouvoir faire honneur à leur famille, et puis quelques-uns encore qui vont bien sûr très très honnêtement parce qu'il faut y aller, parce que c'est obligatoire. Donc si on revient sur ces deux perspectives, 2 temporalités, le futur et le présent, on est donc là, on voit bien qu'il y a une tension entre ces deux, qui recoupe la tension entre la vie d'élève et la vie juvénile, la vie d'adolescent. La satisfaction immédiate et l'espérance de pouvoir s'inscrire plus tard en tant qu'adulte dans la vie. Et on peut imaginer, on peut faire des hypothèses que cela va avoir des conséquences sur le devenir scolaire de ces élèves, entre ceux qui vont faire flèche de tout bois en pensant à leur avenir et en pensant à leur satisfaction immédiate, et puis les autres qui peuvent basculer tantôt d'un côté, tantôt de l'autre, et avoir du mal à se situer selon l'un des 2 pôles, l'un des 2 axes du temps. Voilà, pour ce premier point. Je vais maintenant passer la parole à Maïté. Alors que le point numéro 1 s'intéressait au pourquoi aller à l'école, le point numéro 2 s'intéresse plutôt aux apprentissages et au savoir. Et ce qu'on remarque dans ce point 2, c'est que globalement, les élèves ont le goût du savoir. Donc, dans une première partie, on a dans l'ensemble des élèves qui adhèrent au contenu d'enseignement du collège. C'est-à-dire que le collège apparaît comme un nouveau lieu d'ouverture sur de nouveaux champs du savoir. L'anglais, les sciences, l'histoire-géographie, les disciplines artistiques, le sport.
Alors que le collège était le lieu d'enseignement des bases, comme le français et les mathématiques. L'école primaire, pardon, excusez-moi. Merci à mes acolytes. Donc, l'école primaire est l'apanage des enseignements de base. Le collège apparaît comme un lieu d'approfondissement, d'élargissement et de perfectionnement de ces mêmes savoirs. Ensuite, on a la moitié des élèves qui sont interrogés, qui trouvent qu'il n'y a pas assez, qu'il n'y a rien à changer dans les matières enseignées au collège. Il y a un souci de son? Je sais pas, on nous entend? Ah, l'impression qu'on a une Oui, on coupe. vous entend très bien. Ah bon, Pardon, excusez-moi, parce qu'on a des renvois en fait. J'entends. Ok, pardon. Donc, je reprends. La moitié des élèves interrogés trouvent qu'il n'y a rien à changer dans les matières enseignées au collège. Il est seulement question parfois de rééquilibrage entre les disciplines. On remarque que seuls élèves mentionnent des disciplines qui ne servent à rien. On note aussi que pour les élèves, les savoirs scolaires renvoient essentiellement à une énumération de disciplines académiques. La musique, les sciences, l'histoire, l'anglais, les maths, les arts plastiques, le sport. Pour autant, il est très peu question d'apprentissage transversaux ou méthodologiques autres que ceux proposés dans le questionnaire. Apprentissage qui figure pourtant dans le socle commun de connaissances et de compétences. Ce socle qui a été fait pour faire culture commune et sens pour les élèves. N'en fait donc visiblement pas pour eux. En outre, on a des élèves qui évoquent spontanément et à différentes occasions l'apprentissage de la vie en société, notamment du respect, mais essentiellement en dehors de l'école. Et c'est bien là, parce qu'on est la maison de la pédagogie, qu'on s'intéresse aux enseignements en dehors de l'école. Voilà. Et donc, lorsqu'on s'y intéresse autour de questions, on peut dire que la presque totalité, puisqu'ils sont près de 9 élèves sur 10, qui nous indiquent qu'ils apprennent aussi beaucoup de choses en dehors de l'école. On peut se poser alors 3 questions. Quoi? Où? Et puis comment ils l'apprennent? Alors pour le quoi, on a vraiment une grande diversité des réponses qu'on a réussi à thématiser de la manière suivante. Alors, ils apprennent les pratiques sportives, culturelles, artistiques, avec une grande place pour les activités sportives. Alors, le foot, le judo, mais pas que. Ensuite, les langues, avec souvent l'anglais qui est évoqué, des compléments d'information, la découverte du monde et de la vie quotidienne. Ensuite, on a aussi des savoirs spécifiques non enseignés au collège, comme la philosophie, la médecine, le trading, le coding, ou alors des savoirs techniques comme l'électricité. Mais on a aussi des comportements comme le respect. Et ensuite, où et comment ils apprennent? Ils apprennent à la maison, en discutant dans la sphère familiale élargie, c'est-à-dire pas seulement avec les parents, mais aussi les frères et sœurs, les oncles et tantes. Ce qui nous a surpris, c'est qu'il n'est fait que peu mention des grands-parents, puisqu'une fois, un seul élève a mentionné sa grand-mère. Ils y vont aussi en allant sur Internet, en pratiquant des activités dans des clubs, en lisant des livres et des magazines, mais aussi sur les réseaux sociaux et dans les jeux vidéo, en regardant des vidéos ou des documentaires, en fréquentant des lieux tiers, comme le musée, la mosquée ou alors encore la bibliothèque, en discutant aussi avec les amis ou en faisant des sorties avec les parents. On peut donc voir qu'il y a vraiment beaucoup de choses apprises en dehors de l'école, mais est-ce que tous ces apprentissages-là les aident réellement à l'école? Et là, près d'un tiers des élèves répondent par la négative. Les filles, un tout petit peu moins que les garçons. Quelques élèves mentionnent l'apprentissage des comportements comme le respect des autres ou des règles. Les autres répondent en citant des disciplines. Et là, les langues apparaissent en bonne place puisqu'elles sont mentionnées à 12 reprises, une fois pour les maths. Alors, ce qu'ils disent apprendre apparaît autant comme des informations ponctuelles ou des compléments, des prolongements, des aides pour les apprentissages scolaires que de nouveaux apprentissages à part entière. Maintenant, on peut se poser la question, est-ce que les élèves font le lien entre le savoir, entre les différents types de savoirs, entre les savoirs des différentes disciplines, entre les savoirs disciplinaires et les autres savoirs et les autres,
comme si les seuls premiers méritaient d'être retenus, car ils font l'objet d'enseignements explicitement définis, inscrits dans une séquence délimitée dans le temps et souvent close par un contrôle ou une évaluation. Et encore, entre les savoirs scolaires et les apprentissages réalisés hors l'école, comme si l'école reste le lieu privilégié, unique, de légitimisation de l'accès au savoir, ce qui pourrait peut-être expliquer le faible nombre de mentions de l'usage d'Internet et des réseaux sociaux. L'établissement de ces liens par les élèves eux-mêmes n'a sans doute rien de spontané. Ce sont pourtant ces liens qui, au-delà de l'acquisition de savoirs ponctuels, permettent de donner sens au savoir comme rapport à soi, aux autres et au monde. Voilà, je donne à présent la parole à Agathe. Merci. Et donc, on avait une troisième grande catégorie de questions qui concernait l'apprendre à l'école. Et là, on a des résultats qui semblent montrer que globalement, les élèves sont satisfaits. D'une part, ils n'ont pas remis en cause de façon frontale les méthodes pour les élèves. Le fait d'écouter l'enseignant, c'est ce qui les aide à apprendre. Alors là, on peut quand même se poser la question de l'effet maître et aussi le fait que, comme corollaire, on a toute la dimension affective de la pas faire et qui les met en difficulté, y compris quand ils sont plus avancés dans leur scolarité. Travailler dans un temps long aussi, c'est ce qu'ils préfèrent, puisqu'on avait vraiment posé la question de savoir la différence entre le temps long et le temps court. Donc, majoritairement, ils préfèrent travailler dans un temps long parce que ça leur permet justement de ne pas stresser et d'avoir le temps de s'organiser. Par rapport au temps court, en fait, on a quand même presque 4 élèves sur 10 qui aiment aussi travailler dans un temps court. Bon, il y a quand même un quart des élèves qui nous ont dit aimer travailler dans un temps long et dans un temps court. Après, travailler en groupe, on a 3 quarts des élèves qui apprécient vraiment travailler en groupe parce qu'ils trouvent que justement, ça leur permet d'échanger, d'avancer ensemble, même si on a quand même quelques élèves qui ont reconnu que c'était aussi l'occasion de pouvoir discuter avec leurs camarades. Et puis, on a quand même quelques élèves aussi qui n'apprécient pas parce qu'ils trouvent qu'il y a toujours un inégal investissement des élèves dans le travail qui est demandé. Faire des contrôles, paradoxalement, ils sont quand même une large part à estimer que ça les aide parce que ça leur permet de faire le point sur où ils en sont dans leurs apprentissages et puis ils reconnaissent aussi que ça les force un petit peu à travailler. Ils trouvent aussi que de faire des devoirs à la maison le soir, ben oui, ça aide également à apprendre parce que ça leur permet de revoir ce qui a été vu dans la journée, ça les force à travailler. On a quand même des élèves qui nous ont rappelé qu'ils n'en voyaient guère l'intérêt puisque si à la maison, il n'y a personne pour les aider et qu'ils n'ont pas compris ce qui s'était passé en classe, ça n'avait pas une grande utilité pour eux. Donc ça, voilà, première chose, ils ne remettent pas globalement en cause la façon qu'on leur propose d'apprendre. Et puis, autre chose ensuite, quand on leur a proposé de savoir ce qui était difficile ou pas difficile pour eux, est-ce que c'était difficile de comprendre ce qu'on attendait d'eux? Ben, majoritairement, ils trouvent que non, pas du tout. Et puis après, dans les différents exercices qu'on peut leur proposer, entre autres par rapport à des documents, de savoir si c'était facile ou difficile pour eux. Très majoritairement, ils nous disent que non, bah en fait, c'est assez facile, voire très facile. Alors, heureusement, pour que ça reste quand même logique, plus la tâche se complexifie, moins ils sont nombreux à trouver que c'est facile. Et puis, très visiblement aussi, ils aiment beaucoup plus travailler à l'écrit qu'à l'oral. Et entre autres, parce que l'exercice oral est toujours un peu stressant. Et puis, il y en a quand même aussi qui sont gênés à l'idée d'exprimer ce qu'ils peuvent penser vis-à-vis des autres. Donc, en fait, pour cette partie aussi, on a eu beaucoup de ça dépend de l'exercice, de la matière, du prof. Et si on remet en lien ce ça dépend avec le premier point, donc ça dépend du temps de l'école, le deuxième point, la fragmentation des objets d'apprentissage, on a quand même l'impression que chaque exercice semble rester une épreuve singulière. Et en fait, si on pousse un peu plus loin la réflexion, on peut quand même vraiment se demander, derrière cette apparente facilité à apprendre, qu'en est-il des réels apprentissages qui sont visés par l'école? Et là, en fait, pour essayer de comprendre, on s'est rappelé qu'on a vu 80% des élèves qui nous ont dit aimer l'école. Pour ceux qui n'aiment pas l'école, on n'a pas eu de situation dramatique qui avait été faite remonter. Globalement, ils aiment découvrir des nouvelles choses à l'école et aussi en dehors de l'école. Mais en fait, grâce à ceux qui sont quand même déçus entre le temps qu'ils ont passé à réviser et puis la note qu'ils obtiennent, c'est quand même quasiment 10 élèves qui nous ont fait part de cette réflexion. On pourrait penser qu'ils aiment apprendre, mais qu'ils ne savent pas comment faire et comment s'y prendre pour apprendre.
Et donc, en fait, on peut se demander s'il n'y a pas un décalage entre le sens que l'école donne à apprendre et celui que les élèves y mettent. Est-ce qu'en fait, pour un nombre non négligeable d'élèves, il ne suffirait pas de s'en remettre à ce que demande l'enseignant de faire pour apprendre, sans qu'ils aient besoin de plus d'investissement que la simple exécution de leur part? Alors en fait, comme les élèves semblent avoir du mal à inscrire leurs apprentissages dans une vraie continuité et à faire de l'apprendre à l'école une vraie posture intellectuelle transversale avec les vrais gestes de l'étude, on peut vraiment se demander s'il n'y a pas une confusion de leur part entre faire pour faire, où là, ils sont cantonnés dans un rôle de simple exécutant, et apprendre pour savoir faire, qui est quand même la condition sine qua non pour pouvoir accéder à l'autonomie et à la liberté de penser. Donc ça, c'était pour notre troisième point. Et puis en fait, pour un quatrième axe qu'on a pu dégager de notre questionnaire, ça serait le collège qui pourrait être considéré comme un lieu d'enseignement et de vie. Et là, c'est un lieu d'enseignement et de vie dans lequel les élèves se sentent diversement pris en compte. Si on regarde le collège comme lieu d'enseignement, globalement, les élèves apprécient que les professeurs soient à leur écoute et les aident, que ce soit par les réponses que les enseignants peuvent apporter à leurs propres questions ou aux questions des autres élèves. On a quand même 20% des élèves qui nous ont confié ne pas oser poser de questions quand ils ne comprenaient pas. Et pour ceux qui apprécient qu'on leur réponde, ils apprécient d'autant plus si l'enseignant reformule la réponse par rapport à la première formulation qu'il en avait faite. On a des élèves qui apprécient aussi que les copies soient avec des annotations, à condition, ont-ils dit, que ces annotations soient des vrais encouragements ou des conseils et non pas seulement des jugements. Mais on a quand même donc des élèves qui nous disent que oui, ils apprécient avoir des annotations. Pour autant, ils ne s'en servent pas forcément sur le long terme pour les évaluations suivantes. On a aussi des élèves qui apprécient que les barèmes soient clairs dans les notes pour pouvoir se positionner. Et là encore, on a quand même pas mal d'élèves qui déplorent le fait qu'entre le temps qu'ils ont passé à réviser et la note qu'ils ont obtenue, il y a un décalage. Et donc, du coup, on peut quand même se poser la question du sentiment d'incompréhension que ça peut nourrir chez eux, voire de sentiments d'aléatoire, de ne pas vraiment comprendre comment ça fonctionne, et éventuellement même de l'injustice. Mais là encore, pour cette partie, si on regarde un peu plus près, on a beaucoup de ça dépend, qui permettent d'être un peu moins enthousiastes par rapport aux réponses qu'on pourrait voir sur le graphique. Maintenant, si on regarde le collège comme lieu de vie, là, les élèves sont beaucoup plus critiques quand on a abordé les notions de respect et de justice. Alors, quand on regarde la notion de respect par les adultes, très globalement, les élèves se sentent respectés par les adultes de l'établissement. Majoritairement, ils trouvent que ces adultes sont bienveillants, soucieux de les faire progresser. Par contre, on a quand même quelques élèves qui se trouvent non respectés à l'école. Et là, pour les situations qu'ils nous ont fait remonter, effectivement, ça ne peut que nous interpeller. Maintenant, si on regarde la notion de respect entre pairs, là, ça devient beaucoup plus difficile, puisqu'on a quand même 30% des élèves qui estiment ne pas être respectés par leurs pairs. Et là, les situations qui nous ont fait remonter, c'était des situations de plaisanterie ambiguë, des situations d'intimidation, voire de harcèlement. Même si, quand on a posé la question, il y a quand même des élèves qui nous ont dit qu'eux-mêmes n'avaient jamais été confrontés à des situations de harcèlement. Et la dernière chose, et le dernier point qu'on peut faire ressortir, où là quand même c'est un petit peu moins enthousiasmant, c'est le sentiment de justice à l'école. Et là, on a en fait la moitié des élèves seulement qui trouvent que l'école est juste pour eux. Et de façon surprenante, mais c'est confirmé par d'autres recherches, ils ne sont plus que 4 sur 10 à trouver que l'école est juste pour eux, juste pour les autres. Et là, ils se sont montrés très sensibles par rapport à des situations qu'ils pourraient juger comme du favoritisme, des situations de stigmatisation, de jugement abrupt, voire d'humiliation. Mais aussi, ils trouvent que c'est injuste quand on ne les écoute pas suffisamment et qu'on n'arrive pas à prendre en considération leurs différences par rapport à un élève standard, entre autres dans les rythmes de travail. Et donc là, on a visiblement une contradiction entre d'un côté un crédit de justice qui est accordé aux enseignants et puis un faible sentiment de justice pour soi et surtout pour les autres. Et enfin, dernier point, toujours si on considère comme un lieu de vie, là, les élèves nous ont fait plusieurs propositions pour améliorer leurs conditions de vie et de travail au collège. Alors, on a pu dégager différents axes dans ces propositions. On a une première grande catégorie de propositions qui concerne la gestion du temps pour, d'une part, un meilleur équilibre sur la semaine avec des horaires qui pourraient rendre plus compatibles le temps scolaire et le temps personnel, et puis aussi des emplois
du temps qui répartirait mieux les matières sur la semaine. Ils ont souhaité aussi un meilleur équilibre sur la journée entre la durée des cours et la durée des récréations, pour là aussi un meilleur équilibre entre temps de travail et temps de repos. Et ils souhaitent aussi des emplois du temps qui permettraient une meilleure répartition de la charge de travail en repensant un enchaînement des matières. Autre catégorie de propositions qu'ils ont pu nous faire, c'était sur le groupe classe. Alors, avec des élèves qui trouvent que les effectifs sont trop nombreux dans les classes, et puis en mentionnant entre autres le problème du bruit que ça pouvait générer et de l'impact que ça pouvait avoir sur leur possibilité d'apprendre. Ils souhaitent aussi une meilleure prise en compte des différences scolaires entre les différents élèves et les élèves perturbateurs. Et ils ont fait là des propositions, par exemple au sein de la classe, en proposant des plans de classe, même si on a certains élèves qui revendiquent la possibilité de pouvoir s'asseoir à côté de leurs camarades, ou au sein de l'établissement avec la constitution des classes, où on a d'une part des élèves qui apprécient de pouvoir conserver leurs camarades tout au long de leur scolarité, et puis d'autres élèves qui trouvent que de rebattre les cartes en début d'année scolaire, ça peut donner une nouvelle chance à chacun. Autre catégorie de propositions qu'ils ont pu nous faire, c'était sur les cours qui pouvaient être proposés. Et il y en a qui nous ont sollicité pour des cours de vie, comme par exemple savoir se faire à manger, se débrouiller seul à la maison. Et puis plus globalement, pour une meilleure prise en compte de leurs envies et de leurs questionnements. Et on peut se demander si derrière leur questionnement et leurs questions, c'était derrière leurs questions, et on peut se demander s'il n'y a pas une notion de questionnement derrière tout ça. Et enfin, ils ont été quand même très nombreux en fin d'entretien, spontanément, à remercier l'intervieweur, et puis en précisant juste avec un simple merci ou en demandant, en ayant apprécié, de partager leur avis et d'exprimer leur point de vue. Et donc, en fait, pour conclure ce point, à la fois, visiblement, on a une globale confiance vis-à-vis des adultes qu'ils côtoient au quotidien, mais aussi on a des réserves qui sont exprimées sur la capacité du système à considérer également tous les élèves. Et on a certains élèves qui ont clairement manifesté la volonté d'être des interlocuteurs à part entière des adultes sur les questions de curriculum, mais pas seulement, aussi sur tout ce qui pouvait leur permettre de donner plus de sens à leur présence à l'école. Et je repasse la parole à Jean-Pierre pour le 5e point. 5e et dernier point que nous avons intitulé ça dépend généralisé. Au départ, lorsque nous avons conçu le questionnaire et entrepris l'enquête, nous avions un peu en tête qu'il allait y avoir des différences sans doute dans la façon dont les élèves perçoivent le sens de l'école des apprentissages scolaires, et nous pensions à 2 critères, le type de collège d'appartenance de l'élève, collège REP+, ou non REP+, d'une part, et d'autre part, le genre de l'élève, fille, garçon, peut-être aussi le fait d'aimer ou pas aimer l'école. Et puis, au bout du compte, lorsque nous avons dépouillé et analysé les réponses, on s'est aperçu que ces 2 hypothèses ne tenaient pas et qu'il n'en est rien. Globalement, quel que soit le collège d'appartenance ou le genre de l'élève, sauf à la marge, il n'y a pas de distinguo à établir dans la perception du sens de l'école et des apprentissages scolaires. Alors, ce qui nous a amené quand même à fouiller un tout petit peu plus et de voir si on ne pouvait pas dégager des profils types d'élèves. Alors, le premier s'impose, puisque, revenons à nos statistiques de départ, il y a quand même 1 élève sur 5 qui dit ouvertement ne pas aimer aller à l'école. Sans doute que l'école pour ces élèves-là n'a pas de sens. Ce sont des élèves d'ailleurs qui s'expriment relativement peu par rapport aux autres dans les commentaires que nous sollicitions chez eux, sauf à faire part de leur sentiment d'injustice et faire part du manque de respect dont ils sont, j'ai envie de dire, victimes. Et pour autant, ce sont également des élèves qui font peu ou pas de propositions pour changer le collège, montre que pour eux, c'est vraiment pas un lieu sur lequel ils ont envie de s'investir davantage, plus que ça. Il n'y a pas un véritable enjeu. Alors, à côté de ce premier type d'élèves, la grande majorité des élèves, c'est, j'ai envie de dire, ce sont les sadépendantistes,
c'est les élèves qui très très souvent démarrent leur réponse par ça dépend. On a je crois, plus de 120 occurrences de ça dépend à travers les réponses. Alors, ça dépend le sens, hein, le sens de l'école, le sens des apprentissages, ça a déjà été dit, faut le redire, ça dépend du prof, ça dépend de la matière, ça dépend de l'exercice, et puis ça dépend aussi de beaucoup d'autres choses, de telle sorte que pour eux, le sens de l'école et le sens des apprentissages scolaires, on pourrait plutôt parler de bribes de sens ou de segments de sens. Hein. De telle sorte que le collège est paraît plus comme un collage ou comme un puzzle dans lequel d'ailleurs il va manquer pas mal de pièces, ou comme une vision pointilliste qui ne permet pas d'accéder au tableau d'ensemble de la culture commune. Pour le dire autrement, il s'agit pour chaque élève de configurations de sens particulières, singulières, dans lesquelles il y a beaucoup d'aléatoires, pour la journée, pour chaque heure. Chaque heure, chaque journée est une interrogation pour savoir comment ça va se passer, ce qu'on va y faire, ce qu'on va y apprendre, ce qui peut ne pas s'y passer. Et c'est certainement pour les élèves une source d'inconfort, voire d'inquiétude, peu propice aux apprentissages. Alors, ils ne nous ont pas dit exactement, ils ne sont pas allés jusqu'à faire cette analyse, mais je pense qu'on peut assez facilement déduire cette proposition de cette notion d'aléatoire et d'incomplétude du sens. Hein. Et puis, pour terminer ce tableau, le troisième petit profil, petit parce que quand même minoritaire, ce sont les élèves dont Agathe vous a parlé à la fin du point précédent, que nous avons appelés les réformistes, qui font des propositions pour améliorer la vie et le travail au collège, dans la mesure où ça pourrait donner plus de sens à leur présence dans l'établissement. Pour terminer, juste une petite note souriante. Ce sont les quelques élèves qui ont tenu à nous dire qu'ils ou elles aimaient aller dans leur collège parce qu'il avait été fraîchement rénové et ils le qualifiaient de beau. Et ça fait un peu de bien d'entendre quelque chose comme ça de positif. Avant de conclure, alors la conclusion de notre... J'espère que j'ai le temps de la faire, la conclusion. Merci. Conclusion, d'abord, rappel de quelques constats. Celui que nous plaçons en premier, c'est celui il ne ressort pas d'image dépréciative du collège au terme de ces 84 entretiens et de l'analyse que nous avons pu en faire. Le collège, les élèves sont dans l'acceptation des règles du jeu scolaire au collège. Même lorsque nous leur avons posé les questions pour savoir ce qui avait à changer, les propositions ont été encore une fois à la marge. Il n'y a pas de remise en cause du collège. Il semble bien qu'ils fassent globalement confiance à ce niveau du cursus scolaire qui leur promet l'égalité des chances. Savoir s'ils y croient ou pas, c'est autre chose, profondément. Nous-mêmes, d'ailleurs, nous pouvons aussi nous poser la question. Le collège apparaît en fait, pardon, pas le collège. À l'issue de cette enquête, on peut considérer que le collège apparaît comme un lieu assez privilégié d'observation du système, de notre système scolaire. On sait que le collège est considéré comme le maillon faible du système scolaire et de surcroît que la classe de quatrième est considérée comme la classe la plus difficile par les enseignants. Et de ce point de vue, le collège permet de dire, comme pour le reste du système scolaire sans doute, qu'il n'est ni l'objet d'une adhésion franche et massive,
crois que ça ressort assez bien de ce qui a été dit précédemment, ni non plus la cible d'un rejet qui serait également massif, et ça va peut-être un peu à l'encontre des discours dominants dans les médias sur le collège. Je rappelle encore une fois que notre enquête a eu lieu au mois de juin et quelques jours seulement avant l'explosion de violence que nous avons connue. Le collège apparaît comme un champ de tension, que ce soit dans l'organisation, que ce soit dans les objectifs des élèves, que ce soit dans les savoirs, que ce soit dans la façon d'apprendre, un champ de tension généralisé dans lequel chacun essaie de gérer ces éléments de tension, et également préciser, dire que pour les élèves interrogés, rien n'est évident dans leur expérience scolaire, rien ne va de soi, et surtout pas le sens qu'ils peuvent attribuer à l'école et aux apprentissages scolaires. Et ça nous intéresse beaucoup de ce constat que, si on revient sur la question du sens, à travers notre enquête, on voit bien qu'il n'y a pas ni globalement, ni majoritairement, que l'école ne fait ni majoritairement, ni globalement sens pour les élèves. Ça nous interroge, puisque cette diversité, cet émiettement du sens que les élèves vont accorder, en particulier aux apprentissages, on imagine assez bien qu'il y a là, au-delà de la diversité, une source sans doute d'inégalité d'accès aux apprentissages. Ce n'est pas la cause unique, mais ça peut renforcer l'inégal accès, renforcer les inégalités scolaires. Et si nous pouvons nous le permettre, dans notre petite maison de la pédagogie de Mulhouse, nous pensons que c'est à l'école elle-même de faire en sorte que les élèves puissent donner du sens à leur expérience scolaire, par exemple en pensant l'articulation entre le monde scolaire et le monde, on va dire, de la vraie vie, dans toutes ses dimensions, que les quelques éléments que nous pouvons retirer de notre modeste enquête, il y a certainement de l'eau à apporter au moulin de celles et ceux qui pensent qu'il serait bon que le collège se donne les moyens d'être un lieu qu'on peut qualifier de désirable, un lieu désirable, intelligible, cohérent pour les élèves, pour leur permettre de donner du sens à cette expérience. Et puis, même si aujourd'hui on parle de ce terme de façon pas très polymorphe, la question du collège comme lieu de bien-être, faire en sorte que le collège puisse apparaître pour les élèves un lieu de bien-être, pas seulement en termes matériels, même si la question tout à l'heure de la beauté du collège a été spontanément évoquée, mais que les conditions soient réunies pour assurer aux élèves la sécurité, la stabilité, la continuité qui leur permet de s'installer dans des situations propices aux apprentissages et d'avoir cette disponibilité d'esprit qui permet d'entrer dans les apprentissages scolaires. Et puis, dernière proposition, dernier constat, je ne sais pas. Oui, merci. Je vais vous presser un peu pour qu'on puisse laisser la place à la discussion. Je termine juste, effectivement, que d'interroger le sens de l'école et des savoirs pour les élèves, ça nous invite nécessairement à nous interroger nous-mêmes sur le sens que nous donnons à l'école, en particulier en tant qu'instance, institution spécifique d'apprentissage par rapport aux autres espaces-temps éducatifs dans notre société. Et donc, cette petite enquête
se veut un peu le porte-parole des 84 élèves en quête de sens que nous avons rencontrés et qui invite le SICUR à faire des propositions pour un curriculum qui permettrait de mettre le sens des apprentissages au cœur de ces préoccupations entre culture commune et prise en compte des élèves tels qu'ils sont aujourd'hui, des adolescents tels qu'ils sont aujourd'hui en 2023. C'est terminé. Merci beaucoup pour cet exposé très riche, pour lequel on peut regretter un peu qu'on n'ait pas vu Agathe. Alors, ce n'est pas du tout un élément d'intelligence artificielle, elle existe, elle est simplement sur le côté de l'écran parce qu'il est difficile de tenir à trois. Voilà. Je dois préciser que, me semble-t-il, le questionnaire lui-même et les résultats, bonjour, merci. Le, le- le questionnaire lui-même et les résultats seront sur le site du SICUR, hein, sur le blog. De même, je pense que le diaporama que vous mettrez à disposition des personnes qui souhaiteraient pouvoir revisiter les résultats parce qu'elles auraient été privées de l'accès en direct cet après-midi à votre exposé. Marie Coquidé, Marie-France Bishop et moi-même allons poser quelques questions, mais le chat est disponible aussi pour cela. La première question que nous avions prévue que Marilyn devait vous poser, c'était de savoir s'il y avait des résultats qui vous avaient étonné ou surpris, mais nous avons eu un peu la réponse, alors vous pourrez revenir là-dessus si vous le souhaitez. Et je propose donc que Marie-France pose la deuxième question qui était convenue entre nous. Mais vous pourrez aussi, bien évidemment, revenir sur la première. Oui, merci beaucoup et vraiment merci pour cet exposé très très riche. Et vraiment, enfin, nous avions eu la possibilité de lire votre texte avant, mais c'est vrai que la présentation, en quelque sorte, fait ressortir encore plus les hiatus. Et du coup, on pose des questions avec l'impression que vous avez déjà donné les réponses. Hein. Donc voilà. Simplement, vous concluez en disant qu'en effet, contrairement au départ de l'exposé, que l'école ne fait pas forcément sens pour les élèves. Et ce qui est intéressant, c'est que par rapport au premier exposé aussi, qui est extrêmement intéressant, on a beaucoup abordé, on a discuté du sentiment d'apprendre. Et de la réflexivité aussi sur cette expérience et sur l'apprentissage. Et là, ce qui apparaît, et moi ce qui me frappe bien sûr, c'est le décalage autour de la notion même du sens, c'est-à-dire donner du sens, c'est faire du lien. Et là, vraiment, ce qui apparaît, c'est que, eh bien, il n'y a pas de lien. Alors, nous nous étions demandé, en fin de compte, vous incitez peut-être sur la vision assez pointilliste, justement, de l'école. Et la question qu'on pourrait vous poser, c'est si vous deviez choisir ou si vous aviez un adjectif à poser, à mettre en amont, selon vous, pour décrire cette perspective scolaire hein, que vous avez très très bien présentée, donc c'est vrai que là, je reviens un petit peu sur vos propos, mais qu'est-ce que vous proposeriez? Est-ce que elle est plutôt utilitaire? Est-ce que vous la verriez pointilliste? Voilà. Est-ce qu'il y aurait un adjectif pour qualifier en quelque sorte cette compréhension, cette absence de lien? Parce que là, moi, ce qui me frappe vraiment, c'est à quel point vous soulignez l'incompréhension des élèves sur ce qui s'apprend et sur comment ça s'apprend. Hein, donc voilà, c'est qu'est-ce qui vous permettrait peut-être de qualifier, de quelle manière vous pourriez qualifier très précisément cette situation, c'est-à-dire quelle perception ont-ils en quelque sorte, de leur sentiment d'apprendre hein, et du sens qu'ils donnent à l'apprentissage et à l'école. Oui, merci. Il semble, bon, vous avez employé, repris deux adjectifs qui ont circulé dans notre présentation, utilitaire, pointilliste, il pourrait effectivement y en avoir d'autres. On pourrait rajouter compartimenté, cloisonné, peut-être l'idée de discontinu, un sens qui est discontinu, qui va assez bien aussi avec ce terme d'aléatoire, qui semble aussi un terme très, très fort et très pertinent pour qualifier beaucoup de situations et sans doute qui empêche justement d'accéder à un sens global de l'école et des apprentissages. Donc peut-être ces termes-là. Il y en aurait sans doute beaucoup d'autres. Je ne sais pas si mes
mes collègues en ont d'autres à l'esprit pour, Non, c'est effectivement ce que tu as dit, la discontinuité, effectivement, le pointillisme. Il y a pas de à chaque instant, c'est un petit peu, on a l'impression qu'ils recomposent du sens en permanence en fonction de la situation, sans qu'il y ait vraiment de cohérence et de lien d'un instant à l'autre et d'une matière à l'autre. Alors, il ne faut pas généraliser, évidemment qu'il y a des élèves qui y arrivent très bien, mais quand même, il y a des élèves pour qui c'est très compliqué. le sens, en dehors de ce sens vécu, enfin, tel qu'on peut se le représenter, parce que là, on est aussi dans l'interprétation quand même, hein. Je ne sais pas si on a le droit de le faire, surtout pas de notre place de gens de terrain. L'autre notion de sens qui nous est apparue a posteriori, c'est le sens en tant que direction. Et il nous semble bien que pour les élèves, le sens de ce qu'ils font à l'école, c'est de répondre aux injonctions de l'institution et des médiateurs que sont les enseignants, c'est-à-dire de faire ce qu'on leur demande de faire, étant entendu que s'ils font ce qu'on leur demande de faire, au bout, il y aura la réussite, il y aura la vie bonne, et ça peut, on pourrait presque penser qu'on est là dans un sens orienté vers un au-delà du collège, vers un au-delà de l'école. Et on peut penser à la comparaison que François Dubé établit entre l'Église et l'école. Il faut faire ce qu'on demande de faire pour atteindre soit le paradis céleste, soit le paradis sur terre et la vie bonne. C'est une autre approche du sens. C'est peut-être ça qui permet aussi de faire tenir, de se dire qu'en faisant ce qu'on me demande de faire, sans me poser trop de questions, au bout du compte, je vais être récompensé et je vais accéder, selon les religions, on peut parler de différentes, entre le nirvana, le paradis, mais au minimum, accéder à, est-ce qu'on peut, je ne sais pas ce qui est toujours dans la tête des élèves, mais c'est cette vie bonne, cette bonne vie. Merci. Alors, merci beaucoup. Alors, juste pour terminer sur cette question, mais c'est vrai que on sent bien à quel point l'absence de lien, l'absence de réflexivité sur ce qui se construit finalement est vraiment ce qui a l'air d'empêcher ce sentiment d'apprendre. Voilà. Merci beaucoup. Merci. Oui, moi j'aurais donc une question, mais peut-être que de revenir avant sur la question des surprises. Je crois que ce que vous aviez pointé aussi, peut-être pouvez-vous en dire deux mots, c'est le fait que nombre d'élèves sous-estimaient un peu les difficultés qu'il y avait à apprendre. C'est un peu, on a l'impression que pour les élèves, le monde scolaire est difficile, et ce qui nous avait un peu surpris dans les résultats, c'était plutôt l'idée que non, ça allait de soi, et qu'on peut imaginer que très souvent, une partie d'entre eux, encore une fois, sous-estiment les difficultés curriculaires, hein, pour employer ce gros mot, et de ce qui va suivre, et de comment ce qui est maintenant prépare des choses plus difficiles. Donc, peut-être que vous aurez un mot ou deux là-dessus. L'autre question, c'était, surprise encore des résultats de ce questionnaire, c'est le fait que les élèves aiment apprendre. On pourrait imaginer que pas du tout, donc c'est pas ça du tout, mais qu'ils apprennent dans des univers qui sont assez séparés. Voyez-vous, là nous sommes non plus dans l'enquête, mais dans l'interprétation, des éléments sur lesquels vous, Maison de la pédagogie, pourriez inciter à agir pour essayer de rapprocher ces types d'appétits de savoir qu'ont les élèves des appétits scolaires. Parce qu'on a l'impression là aussi qu'il y a une sorte de fragmentation. Les élèves peuvent tout à fait à cet âge-là avoir voilà, de la libido sciendi, pour employer le mot, mais ne pas comprendre la façon de passer dans la forme scolaire. Est-ce que cette enquête nous donne des ouvertures sur comment est-ce qu'on peut, de notre point de vue, étayer les élèves pour que ce passage se fasse mieux? La question est un peu difficile, je le concède. Oui, ça nous plombe un petit peu. Nous ne sommes pas habitués aux joutes oratoires. mais Non, ben, là, moi, je trouve qu'à partir du questionnaire, parce qu'on a essayé de rester très, très fidèle aux propos des élèves, puisqu'on est majoritairement enseignant au niveau de la maison de la pédagogie, donc on a aussi notre vécu
qui pourraient nous inciter à tirer des conclusions hâtives. Donc, on a vraiment essayé de rester au plus près des réponses des élèves. Et là, moi, je trouve que par rapport à ce que l'on a pu recueillir dans le cadre de cette enquête, moi, je ne suis pas en mesure de répondre à cette question. D'accord, bien sûr. Moi, ce que je voudrais quand même dissocier dans ce que tu as dit, Patrick, l'appétit de savoir et d'apprendre. Je crois qu'il faut bien dire, enfin, il me semble important de dissocier les deux. L'appétit de savoir, sans doute, vraiment, on le perçoit bien, et c'est plutôt une bonne surprise parce qu'on a tellement l'idée que les élèves, surtout en quatrième, n'auront plus envie de rien, il n'y a plus de curiosité. Je crois que quand on les interroge, ils sont capables de répondre le contraire. Par contre, apprendre, c'est autre chose. C'est ça. Et apprendre, on ne sait pas si on les y aide beaucoup à l'école. Pour eux, on l'a dit, apprendre, c'est essentiellement écouter le prof et essayer de retenir le plus possible ce qu'il dit. C'est sûr que c'est pas ça qui peut faire beaucoup cheminer l'élève dans dans cet acte d'apprendre. Et je repense là à l'instant à ce que j'ai entendu dans la bouche de Bernard Charlot. Il dit qu'apprendre, c'est une équation. Il faut réunir activité intellectuelle, sens et plaisir. Il y a bien sûr l'activité intellectuelle. Or, quand les élèves nous disent que c'est facile, on peut imaginer que c'est surtout la sensation que l'activité intellectuelle, elle est limitée. Encore une fois, on est plutôt sur le schéma de l'entonnoir, alors que je pense que toutes les personnes qui sont ici pensent bien qu'apprendre, c'est tout autre chose. Après, à savoir ce que nous pouvons proposer modestement, c'est à voir par la suite. Non, mais je crois qu'il faut d'ailleurs louer le souci qui a été le vôtre tout au long de cette enquête, de ne pas aller au-delà de ce que l'enquête vous permettait de dire, ce qui souvent pour des pédagogues et des gens engagés n'est pas facile à faire parce qu'on a envie de proposer des solutions avant même d'avoir entendu ce que les élèves ont à dire sur. Voilà, c'est ça. Mais ça laisse de beaux espaces pour la suite. Absolument. C'est ça l'intérêt, bien sûr, c'est d'aller au-delà. Tout à Parce que fait. je pense effectivement que là, moi, je ne suis pas en mesure de répondre à la question qui a été posée. Je pense que quand même, cette enquête, moi, ça m'a permis d'éclairer certaines zones d'ombre, je pense. Et je pense qu'il y a vraiment des réponses qui peuvent être trouvées par rapport à différentes problématiques, entre autres pour les élèves en difficulté et puis, entre autres, nos piètres résultats aux évaluations internationales. Vraiment, je pense qu'il faut creuser. Quand effectivement, ils nous disent, globalement, ils nous disent que c'est facile. Ça m'interpelle beaucoup. Quand majoritairement, ce qui sort en deuxième, c'est d'écrire de prendre des notes et d'écrire des résumés, ma pratique professionnelle me permet de m'interroger. Voilà, donc je pense que quand même, il y a effectivement beaucoup d'élèves qui sont sur un autre sens de l'école que ce que nous, on attend et ce que l'on présume d'eux aussi. Donc moi, je ne suis pas en mesure de répondre à la question qui a été posée, mais je pense vraiment que cette enquête permet des éclairages sur des choses qui mériteraient d'être creusées. Oui, alors, gageure supplémentaire en 2 minutes avant que Elisabeth, qui est en train de compiler, de synthétiser les questions du chat, donne la parole à tout le monde, mais qui concerne aussi l'ENILV Léa, qui est concernée, c'est que une des caractéristiques de vos deux expériences, c'est qu'il s'agit de recherche collaborative. Bon, vous savez que c'est à la mode, mais c'est pas simplement parce que c'est à la mode, ça me paraît important. Avez-vous, que tirez-vous vous-même de cette recherche comparative, même si on en a déjà des premiers éléments, et est-ce que ça ouvre pour la Maison de la pédagogie de Mulhouse des perspectives qui n'étaient pas présentes auparavant? Bon, alors, avant de répondre, je voudrais émettre une réserve par rapport au terme collaboratif tel que nous l'avons vécu entre les quelques membres de la Maison de la pédagogie qui se sont largement impliqués dans cette enquête et vous, Patrick et Elisabeth. Nous préférons parler de coopérative dans la vraiment un travail totalement horizontal, c'est-à-dire il n'y a pas eu
quelqu'un et ses collaborateurs, nous avons, je crois, tous été au même niveau d'implication, enfin pas au même niveau parce que les implications varient selon les membres en fonction de leur statut, de leur expérience, de leur disponibilité, mais nous n'avons jamais eu de sentiment de verticalité entre les chercheurs, le monde universitaire et les gens du terrain. Et pour nous, ça a été, c'était souligné sans cesse au sein de l'équipe de la Maison de la Pédagogie. Il faut vraiment là-dessus remercier Patrick et Elisabeth qui nous ont laissé tâtonner, qui nous ont laissé le temps de mûrir, d'avancer à notre rythme. Alors après, pour aller au-delà, aller au-delà, c'est compliqué parce qu'en fait, l'enquête, elle pose plus de questions qu'elle nous apporte de réponses. Absolument. Donc, en fait, on a plutôt notre cartable plein de questions et de questionnements. Et on a donc, comme on n'avait pas assez, à nouveau du grain à moudre à la Maison de la Pédagogie. Oui. Par contre, ça apporte des perspectives sur le plan local, puisque cette enquête, elle fera l'objet d'une présentation qu'on appelle Rencontre-débat le 29 novembre prochain à Mulhouse. Et bien après, pour la suite, on en discutera après le 29 novembre, parce que pour nous, ça a été quand même une année quasiment de travail pour l'ensemble de la Maison de la Pédagogie. On a tâtonné, on a travaillé avec sérieux, je crois, et implication, mais chacun avec ses compétences et aussi avec ses invisibilités. Et c'est parce que l'un voyait quelque chose que l'autre ne voyait pas qu'on a pu travailler de concert. Merci beaucoup.